obtient ici non plus un système à 7 dimensions, mais un système à 5 dimensions. Cependant, le système que nous obtenons ici a les variables d'état, donc les courants statoriques, rotoriques au niveau du stator, les courants au niveau du stator et les courants au niveau du rotor pour chacune des phases, alpha, bêta et alpha, bêta, et associé aussi à l'équation de la vitesse mécanique, ont une caractéristique particulière, c'est que ces dernières sont sinusoïdales. Or, lorsque les variables d'état sont sinusoïdales, il n'est pas possible de concevoir une commande. Deux méthodes s'offrent à nous. Du moins, la méthode classique de la littérature permet de faire une autre transformation, celle de la transformation de Bloom-Bellepaar, qui est utilisée largement dans la littérature et nécessite, elle, le calcul de l'angle rotorique. Nous, ce que nous avons choisi de faire, c'est d'identifier à partir de ce modèle-là, de manière scalaire, des variables associées qui permettraient de déterminer ici des nouvelles variables de la machine dont le caractère ne serait pas sinusoïdal en régime permanent. Nous avons obtenu pour ce faire 4 variables, 4 premières variables, sigma, que nous avons nommé sigma, que nous avons nommé sigma phi rs, R et S, vous avez pu bien identifier que R c'est la résultante du carré des courants statoriques, du carré du courant statorique, S c'est la résultante du carré de courant rotorique, sigma c'est le produit vectoriel des courants statoriques et des courants rotoriques, et phi, c'est un paramètre en fonction du flux rotorique. Pour obtenir la dynamique, en effet, la dynamique de la machine doit effectivement se définir par des équations différentielles. La dynamique de la machine a simplement été obtenue en dérivant des nouvelles variables que nous avons identifiées et en opérant naturellement en identifiant dans cette dérivation les variables que nous avons identifiées précédemment. Et on obtient le premier nouveau modèle de la machine pour lequel, hypothétiquement jusqu'ici, les variables d'état sont constantes en régime permanent. Il convient de vérifier aussi cela. Cependant, lorsqu'on regarde ce modèle, pour la commande backstepping que nous avons décidé d'appliquer, elle obéit par la forme récursive triangulaire nécessaire à son application. Nous avons par la suite opéré une autre transformation à partir des nouvelles variables que nous avons définies précédemment pour identifier à nouveau une nouvelle variable qui dépend des précédentes. Nous pouvons ici identifier S et R, une nouvelle variable que nous avons appelée kappa, qui permet d'établir le premier modèle, donc le premier système non linéaire pour le contrôle de la vitesse, dont on peut observer la simplicité parce qu'il est de dimension 2, et le deuxième système linéaire pour le contrôle, le système non linéaire qui va permettre d'établir, de concevoir la commande backstepping, dont on peut clairement observer qu'il est de dimension 2. Le caractère récursif est clairement identifiable ici en voyant que l'élément d'entrée de la première équation et l'élément de sortie consiste en fait à la variable de la deuxième équation. Et ici, nous avons ici la loi de commande qui devra être déterminée. Nous avons, pour valider l'hypothèse selon laquelle nos variables d'état sont constantes en régime permanent, appliqué une commande linéaire classique, une commande linéaire, la commande PI, très souvent appliquée par les ingénieurs en entreprise, qui est aussi une commande en cascade. Et l'équation de ce pays résulte effectivement de la mise en cascade du contrôle de la vitesse avec le couple et la mise en cascade du contrôle du flux avec les courants. La structure globale est décrite comme suit. Donc en résumé, premièrement on a la machine asynchrone, Donc nous avons la machine asynchrone ici, à laquelle nous avons mesuré les courants statoriques, les courants rotoriques, la vitesse obtenue par mesure, le couple de charge obtenu par mesure. Nous opérons la première transformation de Clark-Concordia pour limiter la dimension de la machine qui quitte de 7 à 5. Et nous avons appelé ici le changement de variable, en fait où nous avons défini le nouveau modèle qui permet la conception de la commande linéaire où on peut clairement voir la mise en cascade de la vitesse et du couple et la mise en cascade du flux, donc du contrôle d'un contrôleur de flux et d'un contrôleur des courants. Et inversement, cette commande permet, à partir d'un onduleur MLI, de générer les signaux nécessaires pour effectuer le contrôle de la vitesse et du flux. Les résultats sont obtenus à partir des données suivantes. Nous avons pour la machine, avec ces données nominaux, faire fonctionner la machine en vitesse constante, excusez-moi, en vitesse constante, donc les 104 radians par seconde, et le flux aussi avec son flux nominal, les 1,16 Weber.
Donc ici nous avons les paramètres, ici nous avons les caractéristiques nominales de la machine, tension, courant, fréquence, vitesse et couple de charge. Et ici, nous avons les paramètres nominaux supposés connus jusqu'ici, donnés par le constructeur. Et c'est avec ce test que nous avons pu obtenir ce résultat. Le résultat répond, obéit effectivement à l'hypothèse qu'on a faite au départ. On peut bien voir ici que, bien qu'étant proportionnelle au couple de charge, cette variable sigma est constante, elle est non sinusoïdale, donc elle n'a pas une forme sinusoïdale, et pour phi, de même pour phi, R et S. Donc les nouvelles variables, première validation, les nouvelles variables sont non sinusoïdales dans le régime permanent et a pour avantage qu'elles ne nécessitent pas le calcul de l'angle rotorique. Les résultats sur la vitesse, on peut observer pour la vitesse que ce contrôleur linéaire semble assez efficace en considérant que les paramètres ne varient pas, mais pour le flux, on peut déjà constater une difficulté pour ce contrôleur non linéaire de poursuivre la trajectoire, du moins la trajectoire que nous avons imposée. Je précise au passage, ici en pointillé, c'est la trajectoire imposée, et en bleu, c'est l'exécution de l'ordre donné par la commande que nous avons conçue. Cette erreur, naturellement, lorsqu'on la regarde de plus près, pose des problèmes suivant effectivement l'économie, les questions d'économie d'énergie. On peut aussi observer, avant d'aller, que les variables, le courant statorique et rotorique sont bien sinusoïdales en régime permanent, contrairement aux variables que nous avons vues précédemment. Ce qui nous a permis, ayant effectivement établi ces différentes équations, nous a permis de basculer à la deuxième étape, celle de proposer des commandes, en partant par la première commande. La première commande a consisté donc à la robustification par l'ajout de l'action intégrale en utilisant la commande récursive backstepping dans ce système. Simplement, on dispose donc de notre modèle que nous avons défini précédemment. L'ajout de l'action intégrale a donc consisté à ajouter une troisième dimension au système d'équations à deux dimensions que nous avions précédemment. Et nous pouvons effectivement, par cette structure de boucle de contrôle, observer la mise en cascade d'un premier contrôleur issu de l'équation de l'action intégrale, d'un second contrôleur issu de la correction de la vitesse, dont l'équation est en fonction de sigma, et le troisième contrôleur qui permet de générer l'équation du contrôle de la vitesse. Et cette opération est répétée aussi pour le flux rotorique et pour voir une nouvelle structure. Donc la précédente structure a simplement été remplacée par celle-là. Donc la vitesse, la machine asynchrone et les différentes transformations restent inchangées, mais au lieu d'avoir notre pays, nous avons une nouvelle structure. Notre structure, commande backstepping, consiste en la mise en cascade, qui clairement est observable, de la vitesse et du flux avec une action intégrale. Et là, nous avons une commande backstepping avec action intégrale, donc qui génère effectivement la sortie de tension qui va permettre de générer les informations nécessaires à l'onduleur pour le faire fonctionner aux vitesses et au flux désirés. Les résultats, deux tests ont été faits pour valider ce résultat. Le premier test, celui de mettre d'abord en évidence le fait qu'il n'y a pas d'action intégrale. Donc ici, nous avons fait un test pour lequel l'action intégrale a été retirée. Donc on a conçu une commande dans laquelle on fait varier les paramètres, mais on retire l'action intégrale. Donc les paramètres ont été variés pour les résistances à 150% et pour les inductances à 10%. La vitesse pour aussi obéir à l'objectif que nous sommes donnés au départ, celui effectivement de faire fonctionner la machine au moins dans un mode de saturation magnétique. Ce mode de saturation magnétique, ce que dit la littérature, ce qui est observable habituellement, c'est la technique de survitesse. Lorsque la machine asynchrone fonctionne en survitesse, il convient de baisser son flux, ou la trajectoire qui permet de baisser le flux, pour pouvoir maintenir les performances de la machine. Et donc ici, c'est ce que nous appelons effectivement la baisse du flux, qu'on appelle la technique de défluxage, et l'augmentation de la vitesse ici, c'est ce que nous appelons la survitesse de la machine. On peut observer, pour la résistance dont les paramètres varient à partir de 2,5 secondes, que tant que les paramètres ne varient pas, la trajectoire est poursuivie. Or, dès que les paramètres résistifs varient, on peut observer le décalage qu'il y a entre l'obéissance à l'ordre donné et la trajectoire qui est donnée. De même pour le flux, lorsque les paramètres varient, les paramètres inductifs varient à 10%, à 4,5 secondes, on peut observer clairement ce décalage-là. Ce décalage que nous tentons de corriger
en ajoutant l'action intégrale. En ajoutant l'action intégrale, nous constatons qu'on a essentiellement un résultat suffisamment satisfaisant pour la vitesse. Donc il y a une correction, une poursuite parfaite de la vitesse. Mais pour le flux, le problème demeure. Ce problème nous a conduit à proposer une autre commande. La commande adaptative directe. Nous nous sommes dit, et si nous parvenions à mettre à jour, à faire un auto-ajustement des paramètres du contrôleur de manière directe, de la commande adaptative backstepping direct. Pour ce faire, ce que les littératures disent, ça passe par une conception d'une commande liée à la fonction de Lyapunov. En fait, cette commande permet d'adjoindre à la mise en cascade du correcteur de la vitesse et du correcteur du couple un mécanisme d'adaptation qui est appelé généralement loi d'adaptation, qui permet d'auto-ajuster les paramètres de la commande. Cependant, en fait, cette opération est répétée pour la vitesse, pour le flux aussi, et obtenir, nous avons vérifié, aussi les questions liées à la stabilité par la fonction de Lyapunov, mais aussi liées à la convergence, sinon la bonitude des paramètres qui doivent être estimés. La structure est changée essentiellement, non plus avec une action intégrale ici, mais ici maintenant en ayant un mécanisme d'adaptation des paramètres. Un mécanisme direct d'adaptation des paramètres. Les résultats sont peu satisfaisants encore pour le flux, mais cependant à 20%. Le précédent c'était à 10%, mais pour la vitesse, la satisfaction reste la même. En regardant les lois d'adaptation que nous avons, l'estimation des paramètres du contrôleur, on peut constater que pour certains, il y a une forme de convergence vers les paramètres réels, mais pour d'autres, bien qu'ils soient bornés, ne convergent pas. Nous avons donc hypothétisé que c'est certainement la convergence absolue des paramètres du contrôleur qui peuvent effectuer cette correction. Donc de rendre adéquats les paramètres de la machine lorsqu'ils varient dans leur fonctionnement avec les paramètres du contrôleur. Ce qui nous a effectivement amené à proposer un nouveau contrôleur. C'est la commande adaptative backstepping indirect. Indirect pourquoi? Parce qu'un autre mécanisme devra être ajouté, lui, non plus en calculant directement les paramètres du contrôleur, mais fait le calcul des paramètres de la machine et fait la mise à jour de ces paramètres dans le contrôleur. C'est l'estimateur des paramètres en ligne de la machine. Mais un problème dans la littérature se présente pour ces méthodes-là. C'est celui particulièrement d'exciter en permanence. Exciter en permanence le système d'estimation, qui est une adéquation avec l'accouplement avec une commande, les commandes classiques. Donc, l'autre question nous avons donc proposé un nouveau modèle. Donc, il ne s'est pas agi donc de prendre un modèle existant. Nous avons donc proposé un nouveau modèle qui pourrait contourner la question de l'excitation en permanence du système. Ce nouveau modèle, basé essentiellement sur la résolution des équations non linéaires, selon Newton, nous a conduit d'abord à déterminer, à partir du modèle non linéaire de la machine que nous avons défini précédemment, donc les variables d'état étaient les courants statoriques et rotoriques et avec la vitesse, de déterminer pour éviter aussi les dérivations numériques liées à l'estimation des dérivés, d'estimer dans un premier temps ce que nous appelons la dérivée des courants et de la vitesse, donc des variables d'état, et déterminer par la suite la nouvelle équation. Donc cette estimation des dérivés passe effectivement par la jonction des filtres classiques qui nous a permis de déterminer l'équation à résoudre